il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. De la France jusqu'en Mongolie à vélo. Cette idée germe depuis longtemps en moi. Depuis une dizaine d'années, je vis de nombreuses expériences de volontariat à travers le monde. Cuisinier dans un éco-village, sur une île privée au Cambodge, fabriquer des bungalows en bambou et participer à la récolte du riz dans un village Karen, dans le nord de la Thaïlande. Aider à la restauration d'un hôtel dévasté par le tsunami de 2004 au Sri Lanka. Vivre dans les montagnes de Chichibu, au Japon, chez un restaurateur de kimono. Travailler dans un chenil de chien de traîneau, dans le nord du Québec, au Canada. Ou encore apprendre les bases de la menuiserie, dans le Yukon, près de la frontière avec l'Alaska. Je suis piqué par le voyage, les rencontres et les nouvelles expériences. À travers ce documentaire, je veux vous partager cette nouvelle aventure qui commence pour moi. L'objectif est de m'arrêter travailler sur la route, dans de nombreux pays en tant que volontaire. Essentiellement dans ce qu'on appelle des écolieux. Vous montrer tous ces beaux projets, alternatifs pour la plupart, basés sur l'entraide et qui tendent vers l'autosuffisance. Mais aussi toutes les rencontres inspirantes que je ferai sur la route. Des gens qui mettent du sens dans ce qu'ils font. Qu'ils soient artistes, agriculteurs, restaurateurs, voyageurs ou bonnes sœurs. Pourvu qu'il y ait une flamme dans leurs yeux qui attise ma curiosité et qui remette en question ce que je pense savoir sur le monde. Malgré l'amorosité ambiante de notre époque, des initiatives fleurissent partout, autour de notre belle planète. Allons les découvrir ensemble, lentement, mais sûrement. Après un dernier café entouré des gens que j'aime, l'heure du départ a sonné. Je longe le canal d'Île-de-Rance, en direction de Rennes, d'où je rejoindrai le canal de Nantes à Brest, en direction de Nantes. Ma première grande étape sera la région de Bordeaux en Gironde. De là, la talentueuse Chloé Spic viendra me récupérer et je reprendrai le vélo à partir de Toulouse. Ces premiers 600 km me serviront de rodage. Le premier essai avec le vélo chargé s'est fait hier à 22h et on peut pas vraiment dire que c'était concluant. Une de mes attaches de sacoche s'est déjà cassée sous l'effet du poids. J'embarque en tout pas loin de 45 kg. Je sais déjà que je vais devoir m'alléger en route. Pour arriver en Gironde, je traverserai une partie de l'île-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de la Charente-Maritime. Petite pause du matin, après 25 km. Sur un petit thé, tranquillou. Au bout de quelques jours, et après une première crevaison, mon cap de derrière avant casse. Je suis près de la commune de Luçon en Vendée. J'appelle un réparateur qui se trouve dans le village. Il accepte de jeter un coup d'œil pendant sa pause du midi. Il me donne aussi de précieux conseils et apporte quelques modifications sur le vélo. Merci à Philippe, premier ange gardien du voyage. Il refuse que je le paye. C'est sa manière à lui de m'encourager et de supporter mon projet. J'alterne entre bivouac et emplacements cyclotouristes dans les campings municipaux. Avec les chaleurs de fou qu'il y a actuellement, j'en profite. D'ici quelques mois, je pourrai plus compter sur les douches des campings pour me laver. Les journées s'enchaînent et une nouvelle routine s'installe. Rouler, cuisiner, préparer mes itinéraires, lire, écouter de la musique et essayer de me familiariser avec mon matériel vidéo. Retour à des choses simples. On a toujours de quoi se remonter le moral. Petit vin du coin, bio bien sûr, et un petit repas qui sent bien. Voilà, aussi simple que ça la vie. Le terrain est particulièrement plat depuis que je suis parti. Ça permet à mon corps de s'habituer progressivement à ce nouvel effort. Les chaleurs sont étouffantes, mais le mouvement de l'air généré par le vélo me rafraîchit. Certaines journées, je peux boire jusqu'à 5 litres d'eau. Je croise pas mal de cyclistes sur les routes que j'emprunte. Il est pas rare de rouler sur plusieurs kilomètres, côte à côte, en discutant de tout et de rien. Le vélo fédère et permet de rentrer facilement en contact avec les gens. Un jour, un cycliste d'une 60aine d'années se met à mon niveau. Il commence un long monologue, qui termine au bout de 5 minutes. Il me regarde, il me salue, et il disparaît. Très divertissant. Je compte plus tous les encouragements que je reçois jour après jour. Parfois, les gens me crient des messages de soutien, sans même savoir d'où je viens et où je vais. Les enfants me regardent avec des yeux ébahis et se demandent « Qu'est-ce que fait un mec sur un vélo si chargé ?» Parfois, je me le demande aussi, mais ça dure pas longtemps. C'est sous un soleil de plomb, mais avec une légère brise de vent bien rafraîchissante que j'arrive à La Rochelle, sur la côte atlantique. Je suis heureux de voir enfin la mer, d'entendre le bruit des vagues, de sentir l'iode. Je pensais pouvoir faire une centaine de kilomètres par jour, mais je me rends bien compte que ça va être très compliqué, avec mon manque d'entraînement et le poids que je traîne. Je veux pas me blesser dès le début.
Je profite qu'une amie passe me voir sur le chemin pour me délester d'un petit peu de poids. Moi, un Mac, ma cafetière italienne, des sangles, 2 livres et 2-3 autres babioles dont je devrais pouvoir me passer. Savoir quoi prendre avec soi en voyage est toujours un exercice intéressant. On se rend vite compte que ce qu'on pensait être le strict minimum est déjà de trop. Pour l'instant, je me suis pas encore décidé à me débarrasser de ma chaise et de ma table pliante. Mais je sais que ça arrivera. Une transition douce dans la redéfinition de mon confort. Bon, trop chaud pour rouler. Un des points négatifs quand on voyage seul à vélo est qu'il est pas simple de faire du tourisme. Je dois toujours avoir un œil sur ma maison à 2 roues et toutes mes affaires. Je me réapprovisionne donc généralement dans les villages. Il y a moins de risques à laisser le vélo 10 minutes devant une supérette que devant un grand supermarché d'une zone commerciale. Cette ultra-vigilance n'est pas toujours agréable à vivre. Le voyage à vélo offre une grande sensation de liberté, mais peut être limitant sous certains aspects. Mais bon, pas de liberté sans contrainte. 34 degrés à l'ombre. Un peu de mal à décoller là. Petit bivouac pour fêter les 1 semaine de l'aventure au bord de mer avec une petite bouteille de médoc, tout bébé. Voilà. Et c'est reparti pour l'aventure. Après cette superbe nuit face à l'île d'Oléron, direction Méché-sur-Gironde, au sud de Royan. Les paysages de la Charente-Maritime sont magnifiques. Demain, je clôturerai la première étape du voyage. J'aurai parcouru environ 600 km en 9 jours. Le vélo a clairement besoin de quelques petits réglages et je dois racheter des sacoches. Ça m'apprendra d'acheter du matériel d'occasion de mauvaise qualité. Petit pincement au cœur. Elles avaient été peintes par l'artiste breton Éole juste avant mon départ. Bon, quand tu te réveilles et que ta bâche est un tout petit peu mouillée. Mais qu'heureusement, tu avais eu la bonne idée de mettre la batterie à recharger sous la bâche. Eh oui, on ne sait jamais. Hein. J'accueille les premières pluies du voyage avec joie. Ce sera sûrement moins le cas cet hiver. Me voilà en Gironde. Plus qu'une trentaine de kilomètres avant d'être récupéré par Chloé et prendre la route pour Lavore, près de Toulouse. J'ai rencontré Chloé il y a quelques mois. Elle est pour moi une grande source d'inspiration. Une femme forte, avec une multitude de talents et passionnée par ce qu'elle fait. J'aime la manière dont elle parle de son métier et le regard qu'elle porte sur la vie. Morenica mi mejaman, jo blanca nasi, e solelen verano, jo me se ansi, morenica, graziosica sois, tu morena, jo grazioso, io jos pretos tu. Moi c'est Chloé, je suis comédienne, chanteuse et chassière et plein d'autres trucs. J'habite dans le sud-ouest de la France, j'ai 35 ans et je suis aussi maman. Je dirais que je suis quelqu'un de curieux, d'assoiffé, de gourmand et que je vois un petit peu le monde comme une carte au trésor, comme un grand terrain de jeu et je me dis que j'aurai jamais assez d'une vie pour faire, apprendre et découvrir tout ce que ce monde peut nous offrir. Mais j'essaye quand même un peu, et sans être trop frustrée. Moi, je navigue plutôt dans l'art, dans le spectacle vivant, mais je suis aussi vachement intéressée par la cuisine, par le jardin, par le voyage,
par les arts en général, hein, musique, danse, théâtre, art plastique. J'aime aussi beaucoup la randonnée et les animaux, même si là mon métier me permet pas du tout d'avoir cette facette-là dans ma vie au quotidien. Voilà, j'aime aussi beaucoup passer du temps avec les enfants. Mon métier, moi, c'est l'art, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est le rapport au corps, la danse. Ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai toujours fait que ça. J'ai l'impression de ne pas avoir trop choisi, plutôt de m'être engouffrée là-dedans parce qu'il n'y avait pas le choix. Et si je dois me situer un peu dans les métiers du spectacle, je dirais que je suis plutôt dans le côté artisan. Les petits, les besogneux, j'ai pas besoin de zénith ou de grandes jauges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact simple, direct, vrai, sincère avec les gens. Et quelle que soit la forme artistique qui est émise, c'est le lien qui m'intéresse, la vibration, si on veut utiliser des gros mots. Voilà, le spectacle, moi, c'est un endroit où je me sens vivante, vibrante, et il y a une espèce de part de sacré, pour moi, là-dedans, parce que c'est un moment de communion, en fait. C'est un moment où on émet quelque chose qui nous porte, qui nous plaît. On vibre avec les collègues et on vibre avec les gens en face. Enfin, quand ça se passe bien, hein, parce qu'il y a aussi des ratés. Et c'est un des médiums qui me fait vibrer, en fait. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Après, dans le concret, là, je fais partie d'un trio depuis 8 ans maintenant, qui s'appelle les Turkey Sisters. Ça ne veut pas dire les sœurs turques. Revoyez votre anglais et venez nous voir sur la toile, ou en vrai. C'est un trio de polyphonie a cappella, donc on chante sans instruments et à 3 voix différentes. Et toutes les 3, on est aussi comédiennes, et on a plusieurs répertoires, et notre créneau, c'est un petit peu comme les Martines, vous voyez, Martine à la plage, Martine à la ferme. Maintenant, on fait des répertoires un peu clichés, genre les chants de Noël ou les chants d'amour, et on va détourner ça autant dans le style musical que dans ce qu'on en fait, dans ce qu'on raconte. Et on passe un peu par toutes les couleurs, tous les états. On va passer du rire aux larmes, des choses sensibles aux choses très drôles, de répertoire classique à des choses beaucoup plus rock'n'roll. Et c'est un projet que je l'adore. Il est dans mon petit cœur et ça fait longtemps que ça dure et c'est joli. Ensuite, j'ai un projet de conte et de qigong avec une collègue où on emmène les gens en pleine nature pour une demi-journée. On va leur raconter des contes du monde sur les arbres, des sagesses anciennes comme ça qui résonnent vachement sur notre condition d'être humain et notre rapport à la nature, à notre nature, avec ces fortes racines-là. Et après, on va les mettre encore avec des qigong, donc cette médecine traditionnelle chinoise, cette gymnastique douce, qui va intégrer un peu tout ce qu'on a vu dans les contes. Et par ailleurs, on raconte aussi un petit peu les arbres, leur fonctionnement, et on explore un peu ça. Donc c'est un projet hybride, un peu bizarre, mais on y croit et ça va être très joli. Et j'ai aussi un trio là qui est sur les rails et qui sortira au printemps 2024, qui s'appelle La Vagabonde. Et La Vagabonde, ça va être des prières profanes ou sacrées du monde. On a une dizaine de langues et on va faire des prières tant à la Vierge que à l'orage, que à l'amour, que au courage. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui sont des chants de célébration et des souhaits qui apportent amour, douceur et vertu. Voilà, ça peut faire un peu sérieux, mais en fait, non, on rigole beaucoup aussi tous les trois. Au plaisir de se rencontrer, de vous rencontrer et d'échanger un petit peu plus. En route sur le canal du Midi. Enfin, le long du canal du Midi. Parce que sur le canal du Midi, en vélo, c'est un peu galère. Ces quelques jours avec Chloé ont rechargé mes batteries. De belles visites de la région, de bons repas et des échanges passionnants. Le canal du Midi offre de magnifiques paysages. Malgré les nombreuses péniches et bateaux, un grand calme y règne. Je croise quelques promeneurs et cyclistes, mais moins que ce que j'imaginais. Ça me va. Je sens que mon corps est déjà en train de s'habituer au vélo. Je prends plus de plaisir qu'au début. Cap vers Carcassonne, où j'ai réservé une nuit chez l'habitant. Alex m'accueille chaleureusement en fin de journée. Sa maison donne sur la cité médiévale. Lors d'une discussion, il m'explique qu'il s'est fait arnaquer plus de 30 000 € lors d'une transaction de vente d'or entre particuliers qui aurait mal tourné. Une histoire rocambolesque, assez dure à croire.
jusqu'à ce qu'il monte son dépôt de plainte et les différents documents qui accréditent son histoire. Je me rends vers Montpellier, Pérols exactement, avec le vent de face pendant 2 jours. Je reprends ma routine de voyageur solitaire, vélo, plat chaud, dodo. Tous à poil. Je vais faire un stop chez un couple d'amis qui m'est cher, Flora et Ezekiel. J'ai rencontré Flora il y a 7 ans, sur Nomad Island, un éco-village sur une île privée du Cambodge, dans le golfe de la Thaïlande. Nous étions volontaires, en tant que cuisiniers et pâtissiers. 1 an après, on s'est retrouvés à vivre ensemble sur la magnifique île de Waiheke Island, en Nouvelle-Zélande, à travailler dans une boulangerie italienne qui fournissait le pain et les pâtisseries pour les domaines viticoles et les restaurants de l'île. Nous avons rencontré Ezekiel, argentin d'origine, lors d'un petit concert dans un bar où nous avions nos habitudes. Aujourd'hui, ils sont mariés, et c'est toujours un bonheur de les retrouver. Bonheur, également, de voir la Méditerranée. Après 2 nuits chez mon couple d'amis, je reprends la route à travers la Camargue et les Alpilles. Depuis le début, je me fais dévorer par les moustiques, mais là ça prend une nouvelle dimension. Je me fais même piquer en pleine journée sur le vélo quand je suis à l'arrêt. Il y a de nombreux étangs et marais en Camargue. Avec les fortes chaleurs, c'est un cocktail explosif pour les moustiques. Le réchauffement climatique amplifierait également le phénomène. Quand tu vis dehors, ça devient vite un enfer. Je voulais me passer de répulsif, mais là ça devient essentiel si je veux garder le moral. Dans les Alpilles, je passe par Fontvieille, découvrir les moulins d'Alphonse Daudet et le château de Montauban, symbole de l'écrivain et de son œuvre. J'y passe 2 jours pour me reposer et je me dirige vers le Luberon. Je suis vraiment excité d'arriver dans cette région. Fini les routes plates, bonjour les terrains vallonnés. Alors que j'avais réservé un emplacement pour ma tente, au camping du Luberon à Apt, la responsable tient à m'offrir 2 nuits dans un bungalow en bois sur les hauteurs du camping, avec jacuzzi privé en terrasse. Elle aime mon projet et veut me donner un petit peu de confort. Encore un ange gardien. Le Luberon abrite de véritables petits trésors. Comme le sentier des Ocres, un sentier aménagé dans d'anciennes carrières, avec leurs falaises sang et or. Ou encore le Colorado provençal, des anciennes mines d'ocre à ciel ouvert également. La prochaine grande étape est le Mercantour, pour voir Laurent, un ami de longue date, avec un parcours de vie vraiment inspirant. Quelques galères arrivent sur le chemin, ça m'avait manqué. Coucou ma jolie. Comment ça va? Oh, merde. Alors, qu'est-ce que ça cuisine? Alors, chef Laurent? Des carottes. Des carottes avec... Putain, le thym de la garrigue. Donc on a ramassé... qu'on a évité de faire un feu quand même. Parce que... Voilà, ramassé par terre. Voilà, petit bivouac. Et Lolo qui dort. Voilà, en commando. Impeccable. Avec ça, on n'est pas bien. Laurent m'a rejoint sur la route pour bivouaquer plusieurs soirs avec moi. La journée, je roule, et le soir, on se retrouve. On refait le monde, on cuisine de bons repas, et on ouvre de bonnes bouteilles. Je traverse la commune de Lémé, et ses grandes falaises de plus de 100 mètres. Une curiosité géologique qui surplombe le village sur plus de 2 km. Les Alpes de Haute-Provence offrent des paysages incroyables. Petit spot de bivouac pour ce soir. Voilà. On va installer tranquillement. Mais c'est pas mal. Dernier bivouac à Barcelonnette, dans la vallée de l'Oubaye. Demain, on chargera le vélo dans la voiture pour monter au col de la Bonnette, à 2800 mètres d'altitude, la plus haute route bitumée d'Europe.
C'est toujours délicat pour la fierté de devoir charger vélo dans la voiture. Mais il faut être réaliste. Je peux pas grimper si haut chargé comme je suis. Et j'ai encore besoin de mes genoux jusqu'en Mongolie. Le Mercantour offre des panoramas lunaires. Je suis amoureux de cette région. Depuis le col de la Bonnette, on peut apercevoir la Tinée, le Mont Pelat ou encore l'Italie. On prend la route pour faire les 15 derniers kilomètres pour arriver chez Laurent. Bonjour. Alors du coup moi c'est Laurent. Laurent Le Kéménaire, j'ai bientôt 42 ans. Comme mon nom l'indique un peu, je suis breton d'origine et donc natif de Rennes. Et j'ai vite quitté à 18 ans la banlieue rennaise. Je me suis engagé, j'ai été militaire 10 ans dans l'infanterie de marine au régiment de marche du Tchad. J'ai grandi dans une famille de cuisiniers. La cuisine m'a toujours suivi de par les amis que j'ai eus. Juste après l'armée, je me suis réinstallé en fait à La Réunion. Et là-bas, en fait, avec la personne avec qui j'étais à l'époque, j'ai retrouvé ce goût, cette motivation en fait et ce plaisir de cuisiner. Donc simplement en fait, je pense que déjà la base de la cuisine et du métier, de l'artisanat, c'est faire les choses déjà pour soi et réussir à se faire plaisir. Le métier n'est pas simple. C'est pas un métier où je me suis dit tiens, je vais quand même y rester longtemps, malgré que malgré que j'en étais très content. Et au final, bah non, je me suis remis en formation. Moi qui ai fait 10 ans dans l'infanterie de marine, j'ai souvent voyagé, j'ai eu cette chance. Puis par mes propres moyens, je me suis moi-même installé à La Réunion. Comme j'avais dit en amont, on est venu ici pour un commerce. Et à côté de ça, on a gagné un cadre de vie de dingue. Étant même moi-même, short palmier, cocotier, bon ici c'est quand même délire. Donc la montagne ici, c'est un côté véritable. Et cette intensité, ces grands espaces qui en même temps sont confinés par les contreforts des montagnes environnantes. Puis cette simplicité au final, qui, bon, il faut l'admettre, hein, la complication on l'a partout, hein, dans les grandes villes, dans les petits villages. Il y a toujours un équilibre en fait. L'isolement, pour le coup, je l'ai déjà vécu dans des conditions différentes, dans le cadre de mon ancien métier justement, où j'ai passé un mois en forêt équatoriale, en Guyane, pas loin du village de Caillodé. Voilà, moi, ce positionnement, c'est que c'est un grand kiff en fait. C'est un grand kiff ici, on le dit souvent, les touristes, c'est eux qui nous font vivre, on est content qu'ils soient là, ces personnes. Et il ne faut pas se cacher, 99% des personnes qui viennent ici se comportent très bien. Et c'est comme dans tout dans la vie, il suffit d'un petit pourcent pour que ça gangrène et que généralement on se souvient que de... Mais quoi qu'il arrive, voilà, on vit des touristes, mais on aime la fin de saison, pas pour nos vacances, mais pour le calme en fait retrouver cette tranquillité. Voilà. Tout de suite là je suis assis sur un banc, il n'y a pas une personne habillée en fluo qui va passer avec ses perches, et puis elle a le droit, je veux dire, si elle le passe, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que peut-être comme ça, du coup, je fais un peu ours. Peut-être c'est mon côté ours, du coup, qui se plaît ici. Alors, le concept du restaurant, il n'est pas compliqué. Proposer une offre qui va logiquement plaire à un maximum de personnes. Et c'est un restaurant, en fait. Sauf que ça, c'est un peu oublié. Nous, on a des gens qui nous disent « Waouh, c'était bon, c'était bon ». C'est pourtant quelque chose de super bateau. On faisait pas beaucoup de restaurants quand j'étais jeune avec mes parents, tout ça, mais on en faisait des bons. Mon père étant cuisinier, ma mère qui cuisinait comme une dingue. Bon, il y avait des très bons repas à la maison. Mais quoi qu'il arrive, il y a des démarches différentes dans la restauration, comme la restauration, on va dire, ouvrière, où les gens, ils y vont parce que c'est la coupure du travail. Mais les ouvriers qui fonctionnent, les restaurants ouvriers qui fonctionnent, ce sont des restaurants qui proposent généralement une cuisine maison honnête. Et ça, c'est un terme, une cuisine honnête en fait. Ça ne sera pas plus cher. Ouais, nous, forcément, on n'est pas là pour faire gratuité. On doit en vivre de ça. Mais les gens, il faut qu'ils ne se sentent pas lésés, pas volés. Et je pense que nous, notre concept semble l'avoir même choisi. Ce qui nous différencie peut-être de certaines personnes à droite à gauche, c'est qu'on fait tout pour être honnête. On fait tout pour être honnête, on se remet en question à chaque instant, on revoit nos prix si on les estime trop haut par exemple.
on voit nos quantités et puis on vient s'enquérir directement à nos clients de savoir comment ça se passe. Apparemment, on a un bon truc, ça fonctionne bien. 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Les entrées, pour ma part, à savoir que moi je suis cuisinier, je fais les entrées et les plats, je les envoie, etc. Estelle, ma compagne, elle est en salle, elle accueille, etc. Fait également les pâtisseries. C'est elle qui produit les pâtisseries de A à Z, qui envoie. Je tiens à préciser parce que madame va sûrement voir le reportage, alors si je n'explique pas ça, je me fais engueuler. Donc voilà, les entrées, généralement, on essaye de mettre un peu de poisson. Ce qui peut surprendre à la montagne. Mais justement, on a pas mal de gens du coin, des locaux, qui viennent et qui n'ont pas non plus l'aisance de descendre plusieurs fois dans le mois sur Nice pour manger du poisson. Donc nous, on le fait, donc on monte du poisson, les gens ils sont super contents. Et même, la plupart des touristes aiment également, ou les gens de passage, avoir des Saint-Jacques quand c'est la saison, un bon pavé de saumon quand il y en a, ou de la truite. On arrive quand même à avoir des produits assez corrects. Savoir que nous, justement, on ne fait pas de produits vraiment de luxe. C'est pas ce qu'on fait. On essaie justement d'avoir une fourchette de prix pas trop excessive, malgré qu'en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué. Puis voilà, il faut réussir à en vivre, etc. Et puis, il y a quand même du temps de travail et beaucoup de choses. Mais voilà, il faut essayer de retrouver un équilibre. Dans mes entrées, je m'éclate pas mal. Dans les plats, on s'éclate aussi, mais après, c'est beaucoup plus restreint. Nous, dans nos 4 plats, on a perpétuellement un steak frites, qui ici, du coup, nous, on appelle ça la tagliata. C'est pas vraiment un mot, mais une expression qui veut dire couper en lamelles. Voilà, en discutant avec mes voisins et d'autres personnes, c'est quand même assez revenu. Et je me suis dit, quitte à faire un steak frites, autant qu'il pète, quoi, quand même. Donc voilà, genre on prend du cœur de rhum steak, on prend des viandes d'appellation. Et donc cette viande snackée en pavé, laissée un peu reposer, resnackée en grosses tranches, et puis remarquée de chaque côté à la cuisson désirée. Servi sur un petit lit de roquette avec un vinaigre balsa maison. D'ailleurs, je fais balsa framboise, c'est pas mal, ça équilibre. Et une petite tomate confite, on y met des bons poivres, des petits oignons frits. À côté, je fais un ketchup maison. Et des frites, belle quantité de frites maison également. Et voilà, donc c'est quand même cool, ça reste un produit simple, mais fait avec honnêteté. On ne sort pas des tubes de tous les sens, des trucs qu'on n'a pas goûté, ou on essaie de bien faire, quoi. Personne ne refuse la démarche du fait maison, bien au contraire. Beaucoup sont étonnés. Des fois, certaines personnes ne veulent pas le ketchup, puis en cours de repas, parce qu'ils ont goûté le ketchup de leur voisin, ils vont m'en redemander parce qu'en fait, mon ketchup, c'est pas du ketchup, mais c'est du ketchup quand même. Et à l'issue, après, on a toujours un gratin. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup la chiparmentier de canard. Je peux assurer que même à 35 degrés sous un parasol, le midi, on a des clients qui se régalent avec un chiparmentier bien chaud. Et voilà, et après, on va faire 2 plats plus travaillés, 2 plats de viande. En priorité, on fait du végé, pas trop. Généralement, quand on nous demande du végé, on fait avec les légumes qu'on a et les féculents, tout ça. À savoir que généralement, j'ai 5 à 6 légumes différents en mise en place. Donc après, on en met un peu plus, on maille, on essaye toujours de faire plaisir. Mais alors voilà, ces 2 plats préparés, on va dire que l'été, c'est principalement une viande, un poisson. L'hiver, ça dépend. Et voilà, et puis on part sur des plats un peu simples, mais toujours avec un petit truc qui change. Et moi, j'aime bien faire des sauces. Et donc moi je mise beaucoup sur la protéine et sur la sauce. Après, ce qui va avec, moi généralement, c'est des légumes. Donc les légumes, quand ils sont simples, ils s'accordent toujours. Et les sauces, après, on peut pas faire une partie d'une sauce au café ou une sauce lait de coco, par exemple. Lait de coco, curry citron vert, avec une petite dorade, ou même avec une truite, ça passe super bien. Ce ne sont pas forcément ce que j'ai découvert en voyage que je mets dans ma cuisine. Ce que j'ai découvert dans mes voyages, je le mets en moi-même. Limite, quand je fais un rougail, je me prends pour un créole, quoi. Quand je mange du piment, là. Mais voilà, je m'approprie les trucs. Après, oui, forcément, ça se retrouve dans ce que je fais. On s'inspire de tout le monde et tout le monde a sa vie, tout le monde a ses voyages, tout le monde a son truc. Et quand on a la chance de tomber sur un vrai cuisinier, une assiette faite par un cuisinier, il y a toujours quelque chose. Mais bon, donc les 3 marmottes, parce qu'on est 3. Estelle, Arthur et moi-même. Et puis marmotte parce que il n'y a pas trop de dauphins dans le coin, ni de girafes. Voilà, le choix il s'est fait assez rapide. Et puis voilà, quoi. Je suis vraiment content et ému d'être interviewé. Vous derrière, je vous connais pas, désolé. Mais peut-être qu'on se connaîtra un jour, avec plaisir. Mais voilà, d'être interviewé par Théo. Théo est un ami. Et un ami véritable, en fait.
Et c'est pour ça, c'est parce qu'il est véritable que c'est un vrai ami en fait. Pas un ami de façade, un ami dans le temps. On se voit peu, mais quand on se voit, c'est bien. Et voilà. Et comme on en a déjà parlé, en toute amitié, je t'aime. Les mots de mon pote me réchauffent le cœur. Ça tombe bien, j'en aurai besoin ce soir. On se fait un dernier bivouac ensemble sur le col de la Lombarde, à plus de 2000 mètres d'altitude. Les températures commencent à se rafraîchir. Cette superbe semaine passée avec Laurent et Estelle, sa compagne, est un tournant dans mon voyage. Petit lieu de bivouac pour ce soir. Col de la Lombarde. Avec un petit feu de camp qui s'annonce. Puis voilà, hein. Et voilà. Plus jamais. Je franchis ma première frontière et je redescends les Alpes, côté Italie. Il fait beau. Et enfin, il fait froid. J'en avais besoin. J'ai 2 jours à rouler avant d'arriver à la Casa Rota, le premier écolieu dans lequel je vais travailler en tant que volontaire. Ça se situe dans le Piémont, un petit village appelé San Bartolomeo. Sur la route pour y arriver, je rencontre plusieurs Italiens qui me demandent de raconter mon périple et profitent pour prendre quelques selfies à mes côtés. Le projet de la Casa Rotta et Nuove Rotte est un projet qui est né il y a une dizaine d'années. On a commencé par, renouveler une maison qui était vraiment cassée, qui était détruite, qui avait un trou dans le toit, avait pas d'électricité, pas de toilettes, seulement les murs qui étaient vraiment anciennes du XVIIe siècle. L'idée, c'était de créer un lieu social où on pouvait vivre ensemble et surtout travailler sur le renouvellement d'un bâtiment en utilisant des déchets, des matériaux qui normalement venaient jetés. Et nous, on voulait créer comme une sorte de modèle et dire c'est possible de renouveler une maison avec tous les matériaux que les gens jettent, comme les portes, les fenêtres, mais aussi les meubles, beaucoup le bois, beaucoup de matériaux qui normalement sont des déchets. L'idée de la circularité, donc de l'économie circulaire, mais aussi après, avec la rencontre avec Stefano et Ivana, on a voulu aussi ajouter la partie agricole. Au premier moment, on faisait que des petits jardins potagers pour notre autoconsommation, donc des légumes, des fruits pour nous. Et après, on a décidé aussi de créer une ferme en biodynamique pour aussi continuer le travail que surtout Stefano et Ivana voulaient continuer, c'est-à-dire travailler sur la biodiversité, sur la diversité des légumes et des fruits, à travailler sur la fertilité du sol et aussi en créant ce qu'il appelle l'organisme agricole, c'est-à-dire un organisme qui n'a pas besoin d'être des inputs extérieurs, mais qui se sauvegarde grâce au fait que c'est en bon état, c'est-à-dire que la fertilité du sol aide beaucoup
à ne pas avoir trop des attaques des parasites, des maladies, etc. Et après, il y a aussi des zones d'agroforestation qui aident aussi, par exemple, l'utilisation des haies pour les oiseaux, pour tous les alliés de la bonne agriculture qui aident à ne pas avoir un système malade, mais un système sain qui se auto-sauvegarde. Et c'est ça. L'idée, c'était aussi une idée sociale, c'est-à-dire de travailler ensemble sur des événements, des petits événements pour aussi raconter et diffuser ce type de vie, qu'on ne doit pas être des hippies ou des gens qui sont hors du monde pour faire des choix. Et donc, on voulait raconter, on a raconté dans les années ce mode de vivre, même si on a des fils, des enfants, on est des familles, et même si on a aussi des travaux à l'extérieur. Donc, on n'a pas quitté tout pour faire ce type de vie, mais on continue nos propres professions et en plus on vit ensemble, on fait de l'agriculture, on crée des petits événements pour raconter que ce type de modèle est possible et aussi pour raconter autres choix de vie qui ne sont pas, qui sont un peu différents et aussi pour faire des actions culturelles, des actions aussi des cours sur comment, par exemple, cultiver, par exemple, faire du pain avec du levain. Donc, un peu holistique, disons, pas seulement sur un thème, mais ce qui nous intéresse, après nous, on essaye toujours de le diffuser avec des petits événements. Ensemble, la ferme et l'association et les familles, on fait partie aussi d'autres associations grâce auxquelles on a aussi des collaborations et on s'inspire aussi d'elles. Par exemple, le réseau national des écovillages qui s'appelle RIVE. Vous trouvez plus d'informations sur ecovillage.it si jamais vous êtes intéressé. Et le Workaway et aussi le Woofing Italia, mais aussi autres réseaux. Par exemple, on est très à côté du siège de Slow Food, donc on collabore certaines fois avec l'Université des sciences gastronomiques ou avec Slow Food même. Il y a aussi d'autres réseaux plus locaux avec lesquels on collabore. Donc c'est très important le thème du réseau parce que nous permet d'être toujours en contact avec d'autres personnes qui vont dans notre même direction et avec lesquelles on essaye certaines fois aussi de faire des batailles ou des activités qui ne sont pas faciles si on serait seul. On a fait pas mal des activités aussi pour, par exemple, sauvegarder les fleuves ici. Parce qu'il y a 2 fleuves qui sont un peu, disons, abandonnés du point de vue environnemental. Donc, on a fait des actions avec tout ce réseau-là pour, disons, essayer d'avoir plus d'attention sur ce type d'environnement qui est un peu, disons, abandonné et on trouve pas mal de déchets, malheureusement, mais aussi autres activités ou autres actions. Par exemple, quand il y a eu, disons, beaucoup des immigrés qui étaient sur le territoire, on a essayé ensemble de faire des récoltes de vêtements, des vélos. On les a aidés aussi en créant des événements pour faire si que les gens du territoire pouvaient les connaître et aussi avoir un échange humain avec ces personnes. On les a aussi accueillis chez nous parce qu'ils avaient des problèmes des maisons, d'habitation. Et donc, il y a plein de choses qu'on a fait dans les années selon aussi des besoins du territoire. Maintenant, dans le projet, on est une vingtaine de personnes, plus ou moins. Il y a 6 enfants et le reste sont des adultes. Après, il y a toujours des volontaires, ou ici dans la maison collective, ou dans la ferme. Et donc, il y a pas mal aussi de gens qui viennent et qui vont. Et ça permet aussi d'être toujours dynamique
Et aussi, il faut être flexible parce que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident d'accueillir des gens chez où on vit. Et c'est toujours très stimulant. Mais de l'autre côté, certaines fois, on reconnaît aussi qu'on a besoin de moments un peu plus calmes pour aussi réfléchir sur le projet et sur nous-mêmes. On a utilisé de la paille pour faire les murs, certains murs dans la maison. La paille qui a été cultivée grâce au blé de la ferme. Donc le cycle est toujours économie circulaire. Non? Et en plus, on a utilisé aussi l'argile qui vient des fleuves de la zone. On a aussi construit un four à pain et à pizza avec ces briques d'argile. Et on a réutilisé beaucoup de meubles, on a réutilisé beaucoup de portes, des fenêtres et plein de choses. Et les gens nous disaient, mais vous êtes fous, parce que cette maison qui était vraiment très vieille et pas dans de bons états, et les maçons qu'on a rencontrés nous disaient, mais vous devez les détruire et les reconstruire à nouveau. C'est pas possible de les renouveler, ça coûte trop cher. Mais nous, en faisant nous les travaux, ça s'appelle renouvellement en économie. Ça existe dans la loi italienne, mais les gens ne le connaissent pas. Ça nous a permis de faire les travaux petit à petit et d'utiliser tous ces matériaux. Sinon, on aurait été jetés. Pour ce qui concerne les responsabilités des gens dans la communauté et aussi, disons, les activités, c'est pas facile à gérer. C'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir des responsables. Par exemple, Claudio a été et il est encore toujours le responsable de renouvellement des maisons, des restaurations, disons, des activités vraiment pratiques. Moi, je suis plus la responsable de communication avec les volontaires, avec aussi des communications sur les social media. Stéphane et Ivana sont les responsables du projet agricole. Et après, on a essayé de créer des groupes pour collaborer tous ensemble. Il y a le groupe qui s'occupe des événements, il y a le groupe qui s'occupe de la partie administrative, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le groupe qui s'occupe des nouvelles entrées, c'est-à-dire des personnes qui veulent s'approcher pour rester longtemps, pas seulement comme des volontaires de courte période, mais de long temps qui après voudraient s'installer ici. Et en plus, il y a aussi comme des gens qui font partie du groupe, disons, agricole qui supportent comme volontaire aussi la ferme. Donc, on a décidé de faire ces groupes parce qu'on a vu que dès que certains de nous, ils ont aussi des enfants qui sont très petits, ils ne peuvent pas toujours aider le projet. Donc, on a créé des groupes ainsi, on peut se donner le relais parce qu'on ne doit pas se fixer trop sur le fait que chaque personne doit donner le même temps et le même engagement que les autres. Parce que si on pense comme ça, c'est trop difficile à gérer parce que les gens ont différents types de vie. Nous, on garde quand même nos travaux à l'extérieur. Donc, le moment où on est libre, disons, ce n'est pas le même moment où aussi les autres ont leur temps libre. Le projet ne doit pas être un problème, c'est-à-dire que doit être une chose en plus qui nous donne des satisfactions et qui nous donne aussi des nouvelles idées, mais ne doit pas devenir une prison selon moi. Donc il faut faire attention aussi à ça parce que le risque c'est d'être vraiment trop chargé et après c'est trop. Donc il faut vraiment être bien en équilibre dans ce type de projet. Au début, même les voisins étaient un peu choqués par nous parce qu'ils croyaient qu'on était des hippies, des gens qui ne voulaient rien faire, blablabla.
Donc on a eu pas mal de problèmes. Après, maintenant les choses sont très changées, donc on collabore avec aussi l'autre association qui se trouve ici, disons des anciens du village, et on fait aussi des événements ensemble, on essaie d'améliorer le petit village où on est. Donc aussi sur le territoire, maintenant la situation est très très améliorée. Pour ce qui concerne la société, disons, d'une façon générale, je crois que ouais, ça pourrait être la réponse pour le futur, c'est-à-dire il y a vraiment la possibilité de donner des exemples faisables, pas utopistiques, mais faisables aux gens pour vivre ensemble, pour mettre ensemble les compétences, mettre ensemble les forces aussi, pour changer aussi beaucoup de façons de vivre qui ne marchent pas, ni pour nous, ni pour la planète. Il y a vraiment la possibilité de, même dans des choses petites, non, de faire un petit jardin potager, de faire attention à ce qu'on mange, de récupérer les déchets et les utiliser pour, comme ressources, parce que là, il y a de l'énergie qui a été utilisée pour créer des objets qui après sont jetés comme ça, non? Et aussi pour vivre comme dans la decrescita felice, dans la décroissance heureuse, mais heureuse vraiment. On ne va pas se limiter à cause d'une philosophie, non, c'est seulement faire les choses d'une manière différente et aussi changer de perspective, non? Changer de paradigme. Peut-être ce ne sera pas d'un point de vue esthétique, ce ne sera pas parfait, mais il faut aussi un peu renoncer à cette perfection qu'on cherche toujours. Si tu cherches la perfection, tu feras jamais rien. Et alors, il faut faire petit à petit des changements et après, tu te trouveras dans un changement que tu as fait si tu regardes à l'arrière, non? Et ça, c'est très important aussi à enseigner aux enfants parce que dans un monde où c'est plein de plastique, dans un système alimentaire aussi qui ne fonctionne plus, dans le changement climatique, dans les guerres, toujours le moteur d'un monde qui est en train de se auto-détruire. Alors nous, on doit faire quelque chose, même petit, même une chose petite, même petit à petit, mais on doit la faire dans notre territoire. Moi, avant, j'ai travaillé beaucoup en Afrique. J'allais en Afrique pour faire des projets, développer des projets de communauté sur les produits locaux de l'Afrique, de la gastronomie africaine, sur l'agriculture soutenable, etc. Mais moi, je me suis demandé, mais moi, qu'est-ce que je fais pour mon territoire, ma communauté. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé ce projet. Il y a eu beaucoup de volontaires qui sont passés ici, entre 800 et 1000, je crois. Et beaucoup entre eux ont créé d'autres communautés ou sont allés vivre dans d'autres communautés où il y a des gens qui sont allés, par exemple, travailler dans des petites écoles à la campagne, où ils ont acheté aussi des maisons à la campagne, à la montagne, en abandonnant la ville, par exemple, à Milan, je disais. Il y en a d'autres qui continuent à voyager, à découvrir le monde des communautés, parce qu'il y a vraiment un monde qui est là pour être découvert. Et il y en a d'autres qui ont décidé de faire des écoles aussi un peu particulières, par exemple des écoles sur l'agriculture soutenable, aussi sur les arts, par exemple la céramique. Et donc il y a plein d'histoires des gens qui continuent à croire dans ce monde et qui aussi ont créé leur propre situation, comme des petites semences qui ont été jetées dans le terrain et qui sont en train de croître et de aussi inspirer d'autres personnes, je crois. Je me rends maintenant à la ferme Nuevo Rotte, à la rencontre de Stefano.
Ciao a tutti, io sono Stefano, siamo all'Organismo Agricolo Nuove Rotte, è un progetto agricolo che è all'interno di un progetto più grande di ecovillaggio, la Casa Rotta. Cosa facciamo qua? Allora, siamo qui dal 2015 come sulla parte agricola, io, Ivana, Elia e Mirai, che sono i nostri figli, e abbiamo la fortuna di avere sempre un sacco di amici volontari che ci vengono ad aiutare. L'idea è quella di creare un organismo agricolo, appunto, cioè un sistema ecologico, creare delle nicchie ecologiche, quindi il nostro lavoro più grande è quello di lavorare sempre sul paesaggio, che con lo scopo di produrre cibo, ma inserendoci all'interno di un contesto selvatico o diciamo comunque ambientale. Quindi il nostro lavoro è continuamente vedere le risposte, diciamo, della natura ai nostri stimoli, cioè alle nostre coltivazioni, e così di base regolarci di conseguenza. Abbiamo preso come modello di partenza quello che era la vecchia fattoria piemontese e quindi abbiamo costruito una parte di ortofrutta e una parte di cereali antichi principalmente, una piccola vigna. Quindi abbiamo anche degli animali, pecore e galline, che insieme cioè vanno a fare un po' da connettori tra i vari organi dell'organismo. Niente, l'idea è un po' questa, quindi quello di creare cibo sano e creare principalmente una buona biodiversità che vada a creare un sistema ecologico a sé, quindi che abbia un ciclo chiuso al proprio interno, azienda ciclo chiuso, ma abbiamo visto nel corso del tempo che mettendo piante, mettendo alberi, controllando un po' i movimenti dei venti, quindi una parte di progettazione, si crea proprio tutta una serie di supporti e gli antagonisti utili alle coltivazioni, quindi si va a creare una resistenza naturale ai parassiti, patogeni e via dicendo. Quindi è un sistema che richiede molto lavoro da un punto di vista dell'osservazione, molto studio della natura e sul lungo periodo però da buoni risultati. Come ci siamo ispirati come modello alla vecchia fattoria, dal punto di vista delle tecniche siamo partiti principalmente con il concetto dell'agricoltura biodinamica e della permacultura, quindi queste due grandi, diciamo, chiamiamole tecniche, o meglio dire approcci, che vanno a dare un po' delle linee guida su come muoversi in questi casi. Poi ovviamente nel corso del tempo, nel corso degli anni e dell'osservazione, poi uno si fa un po' la propria tecnica, diciamo così, se vogliamo chiamarla tecnica, che in realtà è la propria relazione, perché di base abbiamo visto che man mano che entri in sintonia col luogo, la tecnica diventa meno importante. Cioè sì, sicuramente è utile avere delle conoscenze di base, però alla fine uno deve poi un po' essere in grado di riadattarle al luogo, secondo me. Questa è un po' la nostra esperienza fino ad adesso, ecco. Stefano me montre quelques produits qu'ils vendent sur les marchés, ou directement à la ferme. Farine, céréales, muesli, pâtes, vin, pain. Michela enseigne le français dans une école alternative de Cherasco. Elle me propose de l'accompagner pour parler aux élèves de mon projet et participer à un question-réponse. En français, bien sûr. Il a traversé la France et il est arrivé ici, chez nous, non? En Turchie, il va rester 2 mois. In Turchia va rimanere 2 mesi, moi solo i mesi. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a l'hiver. C'est quoi l'hiver? Bravissima, l'inverno. Tu vois? Ils étudient plus que les enfants. Combien d'étapes tu dois faire? Tu vas faire, donc Pierre va faire, où tu dors dans le voyage. Alors, des fois, je dors en bivouac, donc c'est dehors dans la nature. Ou sinon, je m'arrête chez les personnes locales, chez les locaux, où je suis hébergé, et dans des lieux, dans des écolieux, comme chez Michaela, par exemple. Combien de temps tu resteras dans chaque pays? Alors, ça dépend. Il y a des pays où je fais que traverser, et donc ça peut être très rapide,
comme une semaine par exemple. Et il y a des pays qui sont très longs à traverser et dans lesquels je veux travailler. Donc ça peut durer, comme en Turquie, je vais rester 2 mois. Dans quelle langue Dans Dans quelle quelle langue tu parleras tu parleras quand quand tu arriveras en Mongolie? tu arriveras en Mongolie? Alors avec les jeunes personnes, je parlerai anglais. Et avec les personnes plus âgées, ce sera avec des signes, en dessinant. Il faudra trouver un langage commun. Un beau moment partagé avec les enfants, qui signent la fin du séjour à la Casa Rota. Je garderai un souvenir indélébile de ces 2 semaines passées ici. Les Italiens partagent le même amour que nous pour l'art de la table et les bonnes choses de la vie. Ces soirées, à cuisiner tous ensemble et à avoir des discussions passionnantes sur un tas de sujets. Je me suis senti à la maison dès le départ. J'ai passé une bonne partie de mes journées à travailler avec Claudio, le mari de Michela, géologue de métier. J'oublierai pas de sitôt son sourire et sa bienveillance, mais aussi Luca, DJ, Oliver, vidéaste, John Luca, professeur de philo, toutes ces belles personnes qui font vivre ce lieu unique. Maintenant, je dois reprendre la route. Et si, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer, pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu.